ce que je vais faire, je vais te demander de fermer ta caméra. Je vais fermer la mienne aussi. Mais pas tout de suite, dans le fond, mais OK. juste quand ça va être le temps. Je vais laisser genre un 30 secondes. Les gens se connectent. Ah, ben tu vois, les gens sont déjà connectés. Ça s'est connecté tout seul. Crée sont à l'heure. Fait qu'on va commencer ça sans plus attendre. Je viens de comprendre que Facebook nous a automatiquement connectés. Fait qu'on on est live! Donc, Hey, c'est le fun! bonjour tout le monde. Hey, bienvenue à ce deuxième épisode de l'Agora du Prof. Je suis vraiment content de recevoir Madame Marois Risky. Marois, comment ça va? Super bien. Je suis vraiment excitée. Puis un gros merci de me recevoir à l'Agora du Prof. Hey, ça me fait plaisir. Peut-être juste pour expliquer aux gens qui te connaissent peut-être un petit peu moins, me résumer ou nous résumer un peu ta fonction en tant que politicienne, on pourrait dire ça comme ça. Ben, en fait, professeur universitaire en congé sans solde pour service public qui s'est rendu en politique pour lutter contre les paradis fiscaux puis qui est maintenant est porte-parole dans l'éducation du capital national. Ouais, ben justement, on va en parler tantôt de ton CV, de ta feuille de route. Je suis allé fouiner un peu sur le site de l'Assemblée nationale pour voir un peu ton pedigree. Puis, OK, quand même, c'était quand même impressionnant. On voit que tu as voyagé beaucoup pour aller étudier. Donc, on va y revenir. Ça fait partie de mes questions. Mais je voulais juste commencer, comme je vais faire probablement à chaque épisode. Comment tu as vécu ta dernière année? Ouf, j'ai l'impression que j'ai eu 2 années combinées en une seule. Ma charge mentale est vraiment énorme. Puis, à mon bureau de comté, je te dirais que mes employés, ça a été difficile parce que euh, on reçoit beaucoup d'appels des citoyens, puis on oublie que, oui, il y a la députée, mais il y a toute l'équipe qui prend aussi des appels. C'est 7 jours sur 7, puis celui-là encore parce qu'il y en a plein qui ont perdu leur emploi, qui ont des problèmes au niveau financier, puis on Malheureusement, répond ouais. à toutes les questions de nous autres. Donc, ça a été une grosse année. Malheureusement. Est-ce que faire de la politique en temps de COVID, ça change beaucoup ou c'est quand même relativement semblable au bout du compte? Moi, je te dirais que ça a changé beaucoup parce que on se rappelle le 13 mars, il y a eu au départ des écoles puis des centres de services scolaires, parce qu'on les appelle maintenant centres de services scolaires, qui ont Ah, je me trompe annoncé que encore, même si je suis dans le milieu. Fait que... qui a annoncé que on fermait les écoles, puis après ça, le ministre qui est sorti puis a dit OK, on ferme pendant 2 semaines. Mais nous, on savait là, qu'on basculait pendant plus que 2 semaines. Puis immédiatement, on changeait au fond notre dynamique. Puis on s'est mis OK, on est tous dans le même bateau, c'est l'équipe du Québec. Il faut qu'on rentre dans la même direction pour qu'on s'en sorte. Donc, au départ, je te dirais qu'il y a comme eu un effet de grâce ou de cohésion où est-ce qu'on embarquait. Puis on a essayé de ramer le plus possible pour essayer d'aider tout le monde. Puis après ça, je te dirais que quand on est revenu, ça a été particulier à l'Assemblée nationale parce qu'on est 125 élus, mais c'est pas vrai que c'est 125 qui sont revenus. On était seulement 37. Alors, au fond, si tu avais la chance d'être au Salon Bleu pour poser ta question, tu étais excessivement chanceux. Là. Alors, moi, je faisais partie des rares qui avaient ça. Là. Donc, j'étais parmi les 37 en chambre. Plus je pouvais me lever pour poser mes questions en éducation, peut-être aux grandes dames du ministre, là, mais On je me va y levais pareil. revenir. Le ministre, il s'en sortira pas, je pense, ce soir. Ben justement, on va parler un peu d'éducation parce que justement, je disais en début d'épisode que tu avais une feuille de route assez bien remplie. Peut-être juste nous faire un petit résumé. J'aime partir du fait, dans le fond, qu'on a tous été des ados idéalistes, où on avait des rêves, on avait des buts. Marois Risky, quand elle avait 15-16 ans, c'était quoi son objectif? Est-ce que tu as fait le chemin que tu t'étais planifié ou si, comme moi, tu as fait un chemin complètement différent qui t'a amené à un endroit finalement où tu es super bien, mais qui n'était pas ce qui était prévu au départ? Ben moi, j'ai déjà un petit peu parlé publiquement. Moi, j'ai pas eu l'enfance heureuse que plein d'autres ont déjà eu, puis je suis contente pour eux. Moi, je venais d'un foyer, comme aujourd'hui, ce que j'en parle, c'est de violence conjugale. Là. Moi, j'ai baigné là-dedans. Là. En fait, il y a eu à un moment donné où est-ce que mon père est tombé gravement malade, puis il a été hospitalisé pendant plus d'1 mois à l'hôpital. C'était cette période-là qui a comme donné le souffle à ma mère pour dire, ouf, on peut s'en aller. Donc, moi, mon OK. adolescence, ma mère n'était pas du tout éduquée, elle est arrivée au Québec, elle était jeune, a rencontré mon père, a eu 4 enfants.
Je venais d'un quartier quand même très défavorisé de Montréal, avec une mère qui avait aucune scolarité, qui parlait pas le français, puis c'est moi qui signais à sa place là, dans mes... Tu sais, moi, les papiers d'école, là, ça a toujours été moi qui C'est signais. toi Là. qui gérais tes propres affaires. Moi, je gérais tout. Puis, quand on est parti de cette maison, ma mère n'avait pas d'emploi, pas d'argent, et on faisait le porte-à-porte pour trouver un loyer. Puis, heureusement, c'est un gars qui avait dit, OK, on va l'aider, parce que qui, de nos jours, donne un appartement à 5,5 à une dame qui baragouine le français, et qui a 4 enfants, dont une décente intellectuelle. Donc, on était assez chanceux. Puis, dès secondaire 1, moi, j'ai commencé à travailler. Puis, au début, je vendais OK. du chocolat pour aider, mais je faisais quand même pas mal de sous en vendant tout le vendredi, samedi, dimanche, je vendais du chocolat pour aider ma mère. Puis, en secondaire 3, je travaillais temps plein dans une épicerie le soir. Je terminais à 23 heures. Je prenais Wow. le métro Parc pour me rendre jusqu'au métro Joliette pour rentrer à la maison. Donc, j'arrivais chez nous à Là, quand minuit. même. Puis, le lendemain, j'étais quand même très tôt à l'école parce que je jouais au basketball. Donc, je travaillais à temps plein. Je jouais au basket. J'étais dans les comités asso étudiants. Puis je me rappelle, on donnait un de mes directeurs d'école, Alain Guillemette, pour pas le nommer, avait convoqué ma mère, elle disait, on va faire un burn-out. Puis ma mère, elle se sentait super mal. Mais moi, pendant que je faisais ça, ça permettait que chacune de mes payes, je mettais en dessous de l'oreiller de ma mère. Ça permettait de payer le loyer. Puis c'était une épicerie, puis mon patron était quand même super gentil, puis il me laissait quand même partir avec des Compréhensif. épiceries. Puis... Non, mais en fait, il me laissait partir avec des épiceries. Puis au fond, ça donnait un Wow. petit soupape à ma mère. Puis elle, pendant ce temps-là, elle était allée à l'école, elle s'est francisée, puis ça a ouvert pour elle un monde de possibilités. Puis la femme Wow. d'avant qui se faisait battre, qui se faisait humilier, s'est métamorphosée. Là. Aujourd'hui, ma mère est capable de dire non, là, ce que tu fais en ce moment, là, je n'accepte pas ça, c'est agressant, tu vas baisser le ton. Mais il y a 20 ans, ma mère n'aurait pas été capable de faire ça. Mais en quoi l'éducation, tu comprendras que j'attends ma mère quand elle me disait à moi, Marois, si tu ne veux pas finir comme moi en train de faire du ménage, va chercher ton secondaire 5. Je la croyais pour vrai. Une bonne source de motivation, comme on dit. Mais Puis ça... là, je vais juste faire un petit lien avec ce qui se passe dans l'actualité présentement. Comment tu te sens avec tout ce qui se passe justement au niveau féminicide, au niveau violence conjugale? C'est comme, je sais pas si c'est parce que là, on en parle plus, qu'on s'en rend plus compte, mais ça semble épidémique en ce moment. Là. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, ça l'est, puis, tu sais, la vérité, quand tu es là-dedans, ça commence pas avec un coup de poing d'en face. Là. Ça commence d'abord par les insultes, puis ça escalade. Et quand tu es dans cet enfer-là, puis je vais prendre par exemple le cas d'une maman, là, prenons le cas, mettons, de la mienne, quand tu n'as pas les outils, un, l'homme dans ta vie assoit son autorité sur toi. Une fois, ma mère est allée à l'école, quand elle était avec mon père, elle est revenue, elle ne peut pas rentrer à la maison, elle avait changé la serrure. C'est pas des farces. Tu sais, c'est pour Wow! dire à quelqu'un qui veut contrôler. Et je me rappelle, à un moment donné, j'ai dit à ma mère, je pense que j'avais à peine 4 ans, j'ai dit, il faut qu'on s'en aille avant qu'il tue. Puis ma mère puis on s'en est reparlé quand j'étais rendue au cégep. Ouais, j'avais 4 ans. Ma Oh fille a non, il y a 6 ans, toujours... puis j'espère que jamais elle va Non, me dire mais quelque chose là, comme mais ça. mon père était quelque chose. Il était vraiment quelque chose. OK. Puis, je me rappelle quand plus tard au cégep, j'avais parlé avec ma mère, puis on est revenu là-dessus. Elle a dit, mais je ne savais pas où aller. Je serais allée où avec 4 enfants? Les puis ton petit ressources frère étaient peut-être pas aussi connues, étaient Non, peut-être pas mais aussi à ce jour, publicisées. Jonathan, là, les ressources sont pas plus connues, puis les maisons d'hébergement débordent. Aujourd'hui, tu appelles pour avoir une place. Ça se peut que tu vas l'avoir dans 6 mois, mais ta place, tu en as besoin Et là là, là. pas dans 6 mois. Puis, même pourrait-on un homme qui appelle parce qu'il y a des hommes qui ont la lucidité pour dire « Hey, je suis en train de péter ma coche, là. » Ça va pas bien, aidez-moi, là. Il n'y a pas d'aide immédiate. L'aide est dans 6 mois. Alors que ça devrait être dans les minutes qui suivent pour dire « Hey, c'est maintenant que tu as eu le courage de nous appeler pour dire que tu vas pas bien puis que tu veux pas péter ta coche. Il faut qu'on sorte l'individu de cette situation-là puis que lui aussi, on lui donne des ressources. » Les ressources, c'est autant pour la femme qu'il faudra protéger, puis encore plus particulièrement avec ses enfants. Mais lorsqu'il y en a un qui lève la main et dit « Je vais péter ma coche », il faut prendre cette menace très au sérieux. Ça Là. serait peut-être bon de l'écouter, justement. Mm-hmm. Aïe, 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 j'avoue que c'est quand même un gros début de vie, on pourrait dire, mais par la suite, je disons crois que que... ça aide à mettre sa part en perspective après. Effectivement. Est-ce que c'est pour ça que tu t'es lancé dans de grandes études? Peut-être juste nous faire un résumé parce que j'aime en même temps montrer à mes étudiants qu'est-ce qu'il y a comme possibilité parce que tu n'as pas nécessairement un métier ou tu n'as pas fait un chemin
je veux dire, qui est traditionnel, là, le domaine de la fiscalité et compagnie, c'est pas quelque chose que nécessairement tout le monde connaît. Donc, peut-être juste nous faire un petit retour vite fait sur tes années d'études pour inspirer les gens sur ta En carrière. fait, je voulais pas me rendre à l'université, là. Puis zéro puis une barre. OK. Moi, je joue au basketball, puis honnêtement, j'étais vraiment bonne, puis j'aimais ça, mais mon vrai rêve, c'était de devenir actrice. Puis là, OK. ma mère OK. m'avait regardée, elle dit, ben non, Marois, avec tes notes, puis j'ai toujours été très bonne à l'école parce que vu que je travaille tout le temps, j'ai commencé à travailler très tôt, puis au cégep, je jouais au basket. J'étais au cégep de Maisonneuve, puis je travaillais à temps plein à Banque de Montréal, dans le Vieux-Montréal, au siège social, Wow. Donc, on peut 35 dire heures que semaine. l'horaire workaholic, c'est quelque Oh chose oui. qui te Mais dérange c'était pas, t'es par, habitué, là. ouais, mais c'était par nécessité, parce que fallait que j'aie des sous, là, là, on se démenait, là, à cette époque-là, là. C'était pas juste, parce que j'avais besoin d'argent, là. L'argent allait pour des affaires essentielles, le toit, épicerie. Puis là, j'avais comme compris, par exemple, là, Marois, actrice, c'est bien le fun, là, mais ça ne fera pas grand-chose. Alors, je Surtout suis allée que, à tu sais, l'université. elle devait voir que tu avais un potentiel puis que tu pouvais probablement faire de grandes choses parce qu'on sait qu'acteur, tu sais, dans le domaine de la culture, on le sait, ça a été très difficile pendant la pandémie, donc c'est pas nécessairement un métier qui garantit un pain sur la table, justement. Donc, en tant Non, que maman, non. je suis convaincu que c'était pas probablement son premier choix pour ta future carrière. Ah non, non, mais elle, son choix, c'était médecine. Puis moi, à l'époque, je devenais pathologiste. Et tantôt, je vais t'envoyer une photo de mon album finissant qu'une de mes amies, Annie, m'a envoyé. Où est-ce que c'était clair, je vais devenir pathologiste. Mais quand je suis allée voir une pathologiste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est une des rares femmes qui pratiquait ce métier à l'époque, je vais la voir, puis elle m'explique qu'est-ce qu'elle fait. Puis je regarde, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous êtes seule ici, dans le local? Elle fait, ouais. Je dis, OK, puis vous n'avez pas de collègues? Elle dit, non, je travaille 90% du temps, je travaille seule. Puis je vous parlais avec qui? Avec les morts. Puis là, Oh j'ai my fait, God! OK, ça ne marchera pas pour moi. Moi, là, je suis une bête sociale, là. Ça me prend du monde, puis j'aime ça jaser, j'aime ça rencontrer des gens. Alors finalement, je suis allée vers un métier qui correspond beaucoup plus, je pense, à mon type de personnalité. J'ai une grande gueule. J'aime ça défendre. J'aime argumenter. J'ai pas peur des débats. Donc, le profil avocat me correspondait. Alors, finalement, je suis allée en droit, puis je m'ennuyais pour mourir. Donc, j'ai fait mon bac et ma maîtrise en même temps, donc un droit MBA. Donc, au lieu d'avoir tes 4 cours en droit, tu as 9 cours. Donc, 4 cours en droit, 5 cours de la maîtrise, plus Wow! tes stages. Et je continuais quand même à m'ennuyer. Puis finalement, j'ai eu comme le déclic deuxième année de droit dans ma deuxième session dans mon cours de fiscalité. Puis ça, écoute, j'ai fait ça, c'est parfait pour moi. Ça change constamment la fiscalité. Il faut que tu te tiennes à jour. Puis ça a été, à partir de là, je suis partie là-dessus, avocate fiscaliste. Wow, c'est quand même un gros trajet. Fait que c'est quand même une carrière pas qui t'était destinée, mais on voit que les étoiles se sont pas mal toutes alignées pour que tu arrives au bon endroit. Tantôt, tu parlais de ton album de finissant. Dans le mien, on disait que j'allais finir animateur à Canal Vie. Fait que je sais pas si ça se ressemble en ce moment, mais il On y s'y avait approche. il y avait clairement quelque chose au niveau de la communication, mais moi, j'étais zéro destiné à être prof. Je m'étais toujours dit, je vais tout faire sauf être prof parce que je voyais que la job était dure, puis on dirait que inconsciemment, je voulais juste pas voir la réalité, puis je me suis ramassé en enseignement, puis ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Là. Je regrette vraiment pas mon choix. Ben, moi, je te dirais que je ne regrette pas du tout mon choix, mais en même temps, je trouve que notre métier ne nous empêche pas de faire autre chose. Tu sais, aujourd'hui, toi, tu es Exactement. prof, mais tu fais aussi ta passion. Puis, est-ce que tu t'es vu penser une seule seconde qu'un jour, tu seras en train d'animer le soir avec des invités, tout ça, là? Je m'étais jamais imaginé ça. Ben, j'aurais voulu m'imaginer ça parce que j'ai toujours eu ce petit côté un peu show-off. J'aime justement ce domaine-là. J'ai toujours voulu faire de la caméra, faire de la scène, faire ce que je fais présentement, mais d'être capable de combiner les deux parce que j'aurais pas été capable de juste me lancer là-dedans à temps plein puis me dire je deviens, exemple, justement une personnalité publique puis je vis de ça. Je suis quelqu'un de trop anxieux, fait que j'avais besoin d'avoir une base un peu plus solide, une certaine stabilité. Fait que là, en étant capable de faire les deux, c'est le monde idéal pour moi. Puis je suis vraiment content du résultat. Puis je suis content de voir qu'il y a des gens comme Marois Risky qui prennent une heure de leur soirée pour venir me jaser. Je trouve ça vraiment super apprécié. Ben, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Mon amie, qui est aussi ma collègue, Marie-Claude Nichols, c'est une de tes plus grandes fans, puis elle nous suit en ce OK. moment même. Wow, ben salut! Je suis content de voir qu'on a Parce beaucoup de que c'est gens. elle qui m'a parlé en premier de toi. Elle dit, OK. Marois, faut que tu suives
le bloc de Jonathan le prof, tu comprends pas, c'est capotant, puis tout ce qu'il crie, là, puis sa plume est incroyable. Puis c'est comme ça que je t'ai découvert, c'est grâce à Marie-Claude. Wow, c'est super cool. On la salue. Je vous remercie beaucoup de votre belle promotion. Ça amène une belle soirée pour nous aujourd'hui. Puis là, on a effleuré un peu la politique, mais juste avant de se rendre entre les études et le fait de devenir politicienne, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Marois? Qu'est-ce qui a fait, dans le fond, que de fil en aiguille, c'est la politique qui a pris le dessus? Ben, quand j'ai terminé mes études ici au Québec, un de mes bons profs, Normand Ratti, me dit Marois, il faudrait faire une maîtrise en fiscalité. Je dis ben, je vais m'inscrire à l'Université de Sherbrooke. Il dit non, think big. Je suis OK. Toronto? Il dit non, think big, tu t'en vas aux États-Unis. Mais moi, je le regarde, j'ai pas d'argent. Là, okay? Moi, je sors pas d'une famille fortunée. Là. Je le regarde, je fais Monsieur Ratti, États-Unis, la petite fille de Sherbrooke, là. Il fait oui, alors on est chez lui, il écrit mes lettres de recommandation. OK. J'envoie ça hyper dernière minute parce que j'avais jamais aspiré. Là, moi, je suis la première là, dans ma famille là, avec la maîtrise. Là, donc, en partant, là, c'est assez. Là, j'étais à l'université, j'ai un bac, j'ai une maîtrise. C'est déjà beaucoup, là, quand même. Ça, Là, c'est, alors, la cour est pleine, je suis bien contente. Puis je suis déjà recrutée dans un grand bureau à Montréal. Puis OK. quand j'ai commencé moi, à faire ma course au stage, mes amis autour de moi, leurs parents étaient déjà avocats ou même juges. Puis moi, genre, je suis la fille qui n'a pas de contact, zéro, puis une barre. Et Qui fait tout par elle-même, dans le fond. C'est ça, là. Tu t'auto-construis toi-même. Puis, tu sais, moi, dans mon CV, là, j'ai pas une adresse d'Outremont, là. J'ai l'adresse d'Hochelaga. En fait, tu comprends que j'ai comme le vent de face. Je vais dire, c'était comme pas ton monde, on pourrait dire, en parenthèse, là. C'est pas péjoratif, là. Marois Risky, c'est quand même 49 points, là, au Scrabble. Donc, mais finalement, ça s'est super bien passé. Je suis recrutée dans le grand bureau à Montréal. J'écoute mon professeur Normand Ratti. J'envoie mes demandes d'admission au top 5 des meilleures universités américaines en n'ayant aucune attente. Puis je disais à ma mère, ben j'ai appliqué. Ma mère, quand elle dit ça coûte combien? NYU, c'est 90 000. L'Université de la Floride, c'est 70 000. Harvard, c'est 200 000. Puis là, je dis ça de même. Mais je dis, inquiète-toi pas, maman, je ne serais pas acceptée. Finalement, un mois plus tard, je t'ai acceptée. C'était juste pour faire plaisir à ton prof, dans le fond. Ben, oui, puis aussi, honnêtement, je me suis dit, je vais appliquer. Mais j'avais absolument rien à perdre. Puis le nombre d'étudiants qui prennent est tellement minime que je savais que je n'allais pas être prise. Mais à ma grande surprise, je reçois un courriel. Moi, si tu m'envoies un courriel, c'est ce que c'est clair que tu ne me prends pas. Non, c'est ça, on te remercie de tes efforts, mais... Je reçois un courriel, je dis, ils se sont trompés. C'est sûr, ils se sont trompés. Je suis admise dans les premières admissions sur la qualité de mes notes et tout ça. La référence et compagnie. Je n'en reviens pas. Puis une semaine plus tard, puis là, j'ai tout le stress dans ma tête. Mais comment que je fais maintenant pour payer ça? Là? Je reçois une bourse contre toute attente. Là, je suis OK. Là, c'est sûr, j'y vais. Donc, je pars boursière là-bas. L'université t'a donné une bourse. Wow, OK. Donc, tu peux pas avoir un meilleur scénario que ça, dans le fond. Non, puis j'en reçois une méga bourse, puis un accompagnement incroyable. Je pars là-bas, je fais ma maîtrise. Et vu que j'ai un souci, très franchement, j'ai aussi un souci d'argent. Je suis recrutée déjà ici à Montréal. Donc, au lieu de faire ma maîtrise sur 1 an, je mets tous mes cours pour le faire sur 8 mois. Et j'écris aussi mon mémoire pour terminer au mois de mai pour être capable de revenir au Québec immédiatement puis commencer à travailler dans le grand bureau où est-ce que je suis recrutée. Wow. Alors, je finis tout ça, je me fais convoquer par le doyen. Là, ça va mal. Je me fais convoquer à 4 jours de la sermentation par mon doyen de façon urgente. Là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ça va là, pas bien. Alors, Michael Friel, là, le dean, il me dit, Marois, ton mémoire est vraiment bon. Puis mon mémoire porte sur la taxation du numérique, mais c'était à l'époque assez avant-gardiste. Avant Netflix, dans le fond, avant ce qu'on a entendu présentement. C'était quand même assez avant-gardiste. Ce que moi, je proposais, c'était, on va mettre une taxe au fond numérique. On va leur dire, vous allez payer les impôts selon les ventes où est-ce qu'elles sont situées. Donc, si tes clients sont au Québec, tu payes tes impôts au Québec, ainsi de suite. Puis, on me donne à ce moment-là une autre bourse pour faire mon doctorat. Puis là, moi, je fais non, c'est ce que je retourne à Montréal. C'est fini, là, c'est fini. Moi, mon avion est pris. J'appelle ma mère, elle dit non, viens-t'en à Montréal, là, c'est terminé. Là, je m'en viens ici, je fais une entrevue à mon retour. Puis dans l'article que je lis plus tard dans le journal, je trouve que j'ai l'air vraiment niaiseuse. Parce que c'est marqué que j'ai refusé une bourse de doctorat. J'avoue que c'est pas fort. En tout cas, tout ça pour dire que quelques mois plus tard, je rappelle le doyen, j'accepte la bourse, puis 1 an plus tard, je vais faire mon doc. Quand je termine puis je défends ma thèse de doctorat, un des profs me dit, Marois, 1 personne sur 10 termine
un doctorat et 1 personne sur 1000 a un impact dans la vie des gens avec son doctorat. Seras-tu parmi les 1 sur 1000 ou tu vas juste être tabletté? Wow, Ça, c'est un. c'est un gros début Hey, de c'est un gros soutenance, ça. statement, ça. Puis là, Mhm. il me dit, puis en passant, t'es bien trop dangereuse parce que j'écrivais des planifications fiscales agressives, là, pour pas payer d'impôts. Donc, si tu m'engages, moi, mon objectif, tu t'en payes pas. Puis un des Ah, profs, il dit, moi, je te trouve vraiment dangereuse. Je pense que tu devrais peut-être considérer être prof et de lutter contre ce que toi, tu fais. Là, je le empêcher regarde. les plans que tu t'avais prévus, dans le fond. Exact. Puis là, moi, je regarde parce que j'ai quand même des offres d'emploi à New York, parce que je suis au barreau de New York, là. Puis OK. c'est quand même hallucinant, les salaires à New York. Puis tu sais, quand tu as 26 ans, puis qu'on t'offre là, un salaire de 340 000, tu te fais, Wow. tu y vas-tu, tu y vas pas? US en Ah, plus, là, tu sais, on va rajouter exact. le petit Et US. ça change là. Là, tu te dis, là, Florent, j'ai fait, bon, moi, je vais lutter contre les paradis fiscaux, je vais prendre mon bateau de pèlerin, puis je m'en viens. Puis je suis revenue au Québec, j'ai lâché la pratique privée, puis j'ai fait que du pro bono pour aider. Puis j'ai écrit un livre avec Jean-Pierre Vidal, fiscalité internationale en français et en anglais. J'ai fait un paquet d'entrevues, puis je me faisais insulter par des fiscalistes du privé avec qui je travaillais auparavant. Je dis, ben, avec ses Oh. lunettes roses, elle veut avoir une taxe numérique, elle veut la taxe Netflix. Ben, finalement, on l'a eu, la taxe Netflix. Là, il me reste Facebook et Google, il faudrait qu'ils payent leurs impôts, mais je travaille Ouais. là-dessus Ça, aussi. c'est un autre débat. On pourrait s'en reparler pendant longtemps parce que c'est tout qu'un univers. Là, je commence justement à toucher un peu à tout ça, puis je me rends compte à quel point c'est pas les créateurs de contenu qui sont ceux qui profitent de la manne, on va le dire comme ça. Non. Wow, fait que c'est quand même c'est un gros move, je vais le dire comme ça. New York t'intéressait pas? Est-ce que c'est parce que tu avais vraiment le but de revenir ici ou parce que ça, tu sais, New York, ça doit quand même être impressionnant aussi comme vie, comme façon d'aller, tu sais, Ben travailler tous oui. les jours à Manhattan. On s'entend que c'est pas la même chose que de prendre le métro puis aller sur Sainte-Catherine ou sur René-Lévesque. C'est un autre rythme de vie puis, qui est très différent de la Floride. La Floride, là, c'est très relax. Quand tu fais de la fiscalité en Floride, c'est que tu gères des grosses fortunes. Là. On dit toujours en blague entre les fiscalistes, tous les gens riches viennent mourir à West Palm Beach. Là, donc, Ben un tu as, peu, de la clientèle. on a vu Donald Trump s'installer là-bas, c'est pas pour rien justement. Là, on s'entend que c'est très très avantageux pour les gens qui ont un peu de fortune. Oui. Là. Mais New York, c'est un style de vie très différent. Donc là, c'est tout va vite, c'est des gros clients internationaux. Puis, une fois que j'ai été installée ici, une de mes bonnes amies qui j'ai étudié en Floride me rappelle parce qu'il y a un gros dossier, un litige qui, en fait, est aux États-Unis, en France puis en Angleterre. Puis elle OK. dit, ça prendrait quelqu'un en plus de bilingue puis qui peut pratiquer dans ces 3 juridictions. Puis par hasard, moi, c'est ce que je peux pratiquer dans ces 3 juridictions. Que là, elle m'appelle, elle dit, viens, fais juste ce dossier. Puis là, j'ai dû me faire violence parce que je me suis dit, si j'accepte d'embarquer dans ce dossier, qui est un immense dossier à coût de milliards de dollars de prix de transfert. Ça, c'est vraiment compliqué, là, à expliquer en 30 secondes. Là. Mais grosso modo, c'est que l'entreprise joue dans les chiffres pour réduire ses revenus imposables aux États-Unis pour payer moins d'impôts, puis on les OK. augmente dans les paradis fiscaux pour avoir le maximum de profit loin de l'impôt. Mhm. Alors, Être je disais, capable de OK, cacher de l'argent, on va le dire comme ça. exact. Alors moi, je me suis dit, bon, est-ce que j'accepte ce dossier ou je continue ma mission? Disons, je continue ma mission. Puis, par hasard, j'ai été choisie par des journalistes dans le consortium de journalistes d'investigation Radio-Canada dans la méga fuite de données des Panama Panama Papers, Paper, OK. Paradise Papers. OK. Et là, j'ai Tu eu faisais un peu partie les de infos. ceux qui ont touché à tout ça? Oui, donc moi, Wow. avec journaliste Harvey Kosher, Frédéric Zalac de Radio-Canada et de 50 States, alors ils m'appellent et on commence un travail de fou Travail de moine. pendant des années. Oui, puis c'est hyper confidentiel parce que le consortium de journalistes d'investigation publie tous les pays en même temps, en même heure. Fait que c'était une Donc, quand entente ça part, internationale de. exact. Wow. Alors, faut pas qu'il y ait de fuite. Toi, tu sais que tu travailles sur quelque chose de gros. Tu sais que ça va sortir, tu as hâte que ça sorte. Puis, finalement, c'est sorti. Puis, c'était la grosse affaire, l'affaire KPMG. Mhm. On l'a fait en 3 temps, tellement qu'il y avait des morceaux à raconter. Puis, ça a été, honnêtement, les meilleurs dossiers auxquels j'ai travaillé dans ma vie. Ben, c'est Les quand plus même. beaux puis les meilleurs. Tu sais, on s'entend que c'est quand même des morceaux qui ont marqué un peu l'histoire. En même temps, là, ça a été des événements qui ont fait qu'il y a eu des changements. Ils n'ont pas eu le choix. Ils ont été dénoncés. Ils ont été découverts. Les gens ont appris aussi
principalement, c'était quoi un paradis fiscal? Parce que souvent, on en entend parler, mais concrètement, on voit pas quelqu'un partir avec une valise, se cacher aux îles Caïmans pour aller l'enterrer dans le sable. C'est vraiment plus complexe que ça. Donc, ça devait être quand même une belle réalisation, quand même. Mais Oui, là, puis la question qui me vient, c'est comment ça, ensuite, tu t'en vas prof? que je... Ben, j'étais en Floride, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Luc Godbout, qui est directeur du département de fiscalité. J'ai OK. jamais enseigné de ma vie, là. Puis je me suis dit, bon, si je reviens à Montréal, Fait que je peux pas ton retourner plan, c'était de revenir, dans le fond. Tu avais Ouais, déjà cette intention-là. OK. ouais, je voulais revenir faire une réforme fiscale au Canada pour que, justement, qu'on s'assure qu'au fond, que ceux qui doivent payer leurs impôts payent leurs impôts, pour qu'on arrête de courir au fond. C'est plate, qu'est-ce que je vais dire, mais je trouve souvent que Revenu Canada puis Revenu Québec courent sur des petits joueurs. Et les Euh, gros qui partent, puis ouais. eux Puis ils sont. partent là, avec un méchant bête de baseball contre monsieur et madame tout le monde. Hey, t'as pas bien rempli tel formulaire. Ah non, t'as oublié de déclarer tes pourboires. Honnêtement, moi, je vous le dis, là, je sais que c'est important de déclarer les pourboires, mais ça ne m'empêche pas de dormir. En revanche, qu'est-ce qui me fait suer, c'est quand j'entends, puis c'est pas juste j'entends, je vois les dossiers. Attends, Monsieur Cooper. Monsieur Cooper qui vit dans dans une maison là, de millionnaire, mais déclare 15 000 par année. Puis il n'y a personne qui allume au fisc que s'il habite dans une maison de 3 millions de dollars, Il y a peut-être un avec peu de vue sur l'eau, blanchiment, là. ben oui, puis que là-dedans, au fond, c'est grosso modo, c'est qu'il a caché sa fortune, puis son style de vie ne marche pas là, avec sa Mhm. déclaration d'impôt. Puis tu sais, j'attends que quand tu déclares 15 000 tu as droit à ton crédit de solidarité sociale. Tu sais, le Ben, petit crédit que voyons tu donc. donnes aux plus pauvres, là, En ben plus c'est de ça. rire du monde, tu ris du Puis, système ça veut dire carrément. aussi que ton enfant va avoir droit à des prêts et bourses, là, mais il va avoir surtout droit à des bourses pour prêts. Parce qu'au fond, tu as juste déclaré 15 000 parce qu'on regarde la T'es sous le déclaration seuil de la du parent. pauvreté, dans le fond. Ben, écoute, 15 000 ça être pauvre, chou dans ta maison de Voyons donc. millionnaire. Mais le Mais moi, monde ça, est. là, ça m'enrage. Est-ce que le monde est naïf ou le monde fait juste penser qu'ils sont au-dessus des lois? Parce qu'il faut quand même être borné pour avoir pour faire ça puis se dire c'est correct, j'ai pas de remords, moi je vis très bien avec le fait de littéralement frauder le système, on va le dire comme ça. Ben, ils n'ont pas de remords, puis c'est pas qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus des lois. Ils sont au-dessus des lois parce qu'ils sont arrangés pour être au-dessus des lois. Parce que ça, c'était Ah. au fond, ça a été connu. Puis les gens qui ont été pincés là-dedans, il n'y a pas un là-dedans qui a fait de la prison alors que ça s'appelle une fraude fiscale. Il n'y en a pas un seul là-dedans qui a payé des pénalités. Hey, la journée là, que toi, Jonathan, là, tu ne déclareras pas tes revenus, je te garantis que toi, tu vas avoir des intérêts et pénalités. Ça, Ben c'est oui, sûr. c'est sûr, c'est Mais sûr. eux ont fraudé à coût de centaines de millions de dollars, puis pas une personne là-dedans a payé des pénalités. Il y a eu une amnistie secrète, parce que je comprends, c'est assez gênant pour Revenu Canada de venir expliquer ça à monsieur, madame, tout le monde, on est en pleine saison d'impôts, et en passant, vous payez vos impôts, mais eux n'ont pas payé pendant 12 ans ou 14 ans pas d'impôts, on les a pognés, mais finalement, inquiétez-vous pas, là, on va régler ça à l'amiable. C'est Puis des à citoyens l'amiable, c'est de dire, corporatifs qu'on peut pas se mettre à dos parce qu'on a quand même besoin de leur argent puis de leurs investissements. Puis là, j'imagine que la game aussi politique qui joue en arrière de tout ça. Si tu taxes quelqu'un, ben je vais m'en aller ailleurs où je paierai pas ah d'impôts. non, dans leur cas, eux, c'est même pas ça. C'est juste OK. des citoyens trop riches qui ont fait affaire avec une firme comptable, Qui puis eux comprennent sont le arrangés, système, qui ont. qui ont appelé du monde, puis qui sont assis derrière les portes closes, puis ils ont signé une entente. Puis on dit, on n'ira pas devant les tribunaux hein, pour ça. Là. On veut surtout pas, faudrait pas alerter tout le monde là-dessus. Puis moi, je m'étais chicanée avec, j'étais avec Vincent Gratton. On est allé à Ottawa. Parce qu'il y a eu l'invitation, lui, d'aller devant Revenu Canada, parler au haut commissaire de Revenu Canada et dire oh, j'amène ma fiscaliste, j'amène ma roi. Alors là, je regarde Ted Gallivan dans cette rencontre-là. Je dis, voyons, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, là, parce qu'il nous dit, mais on ne peut pas aller en cours avec ces dossiers-là. Je dis, un des clients a viré sa veste, puis il raconte l'histoire. Donc, vous avez un témoin clé, un Il y a témoin quelqu'un vedette. qui a décidé de s'auto-incriminer, on va dire. Oui, oui, puis de dire la vérité, là, qui savait que ce stratagème-là était frauduleux, c'était uniquement pour ne pas payer d'impôts. Puis là, il me dit, oh, mais on ne peut pas aller en cours pour ces dossiers-là. Je dis, vous allez en cours lorsque quelqu'un rénove sa maison, puis il l'a fait au noir. Il n'y a pas le Arrêtez de bon me niaiser. permis ou il n'y a pas. Et puis là, vous avez un dossier béton, coup de circuit, c'est sûr, vous allez gagner. Puis vous voulez pas aller en cours, pourquoi? On dit, mais on va mettre l'argent des fonds publics là-dedans. Excusez, là, cet argument-là en droit criminel, il ne tient pas. Parce qu'à la journée qu'on va arrêter de courir après des criminels, parce que ça coûte de l'argent,
C'est-à-dire qu'on On n'a plus de court un peu système de après justice. personne. Exact. Alors, ça, c'est un petit peu Wow. frustrant. Là. Fait que là, on Mais se demande ensuite pourquoi il y a autant de cynisme dans la population. On en a un autre exemple, puis là, je viens de comprendre, je crois, je pourrais faire une prédiction sur le pourquoi la politique ensuite. Il fallait que les lois changent, donc j'imagine Marois se lance en politique pour changer les choses, littéralement là où il y a la prise du pouvoir. Est-ce que je me trompe? donc, tu te trompes pas. Je suis arrivée avec beaucoup de candeur, puis avec une volonté folle de Est-ce que tu as vouloir été tout élu à ta changer. première élection? Ou Non, pas t'avais... du OK, tout. OK, Je me suis présentée dans un premier temps chez nous dans Hochelaga, puis pour le Parti libéral du Canada. Puis plutôt, on m'a dit que j'étais OK. folle parce que c'est pas du tout un comté libéral. En temps normal, le PLC finit troisième avec 20 000 voix en arrière. Puis moi, je dis, ben, moi, je connais ce comté-là. Je suis née, j'ai grandi là, j'étais à l'école là, j'ai pas de bénévole, j'ai pas Je d'argent, vais le faire moi-même, là, tu sais. mais je fais du porte-à-porte, puis je connais le monde. Je connais Littéralement, des... c'est pas juste une façon de parler, là, tu sais, tu Non, vis... non, c'est chez nous. Fait que je connais non seulement les rues, je connais même les ruelles. Puis écoute, ma première job là, à Crème Glacée, là, au métro Frontenac, là, c'était là. Alors, je connais super bien l'endroit. Alors, finalement, on a fait du porte-à-porte. Puis un des directeurs de campagne, il dit Marois, tu passes bien trop de temps là, au porte-à-porte. Là. L'objectif, c'est de tirer le plus de mains possible. Toi, tu pars dans tes discours de paradis fiscaux. Là, je dis Excuse-moi, là, Claude-Éric. Moi, ma job, c'est de vulgariser puis je me lance en politique pour lutter contre les paradis fiscaux. Faut que je Alors, me pratique, là, tu sais. alors moi, là, je m'en fous de parler à moins de monde, mais je préfère avoir un impact. Que les gens, puis honnêtement, là, les gens prenaient le temps, puis ils étaient intéressés quand je leur parlais de Ben, ça. c'est un gros Puis, morceau, là, parce oui, que justement, tu sais, je disais, monsieur, madame, tout le monde sont pas au courant. C'est normal parce que c'est pas des choses, justement, qui sont expliquées au grand public. Les gens ont des brides dans les médias, mais le système en tant que tel, tu sais, on dit Panama Paper, on sait qu'il y a eu de la fraude, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a eu comme impact? On ne sait pas. ouais, écoute, ben, là, moi, au fond, j'expliquais ça dans mon porte-à-porte. Puis, finalement, j'ai perdu par 500 voix. Crème quand même. Écoute, c'est un bloc, ça. C'est juste un bloc. Et écoute, j'ai perdu pendant une semaine, mais c'était la plus belle campagne parce que je l'ai faite avec un de mes bons amis, Julien, avec qui j'ai étudié en droit, qui est revenu de Toronto, il s'est installé dans Juste Schlager pour faire ça. juste pour faire ça pendant 3 mois. Il a dit à son entreprise auquel il travaille, il dit, je reviens à Montréal juste pour aider ma chum. Mon ami Frédéric, qui, elle, venait de se partir en entreprise. On a été 3 personnes. Puis à nous 3, on en a fait du porte-à-porte, mais on a eu vraiment du plaisir. Puis après ça, finalement, j'ai été élue au provincial pour le Parti libéral du Québec à Saint-Laurent. Je dois t'avouer que c'était pas la même dynamique. Saint-Laurent est un comté traditionnellement libéral, mais j'ai quand même fait du porte-à-porte, mais disons que les gens étaient très déjà ah ben oui, libéral, content. Puis ils avaient ça, ils avaient déjà vu mon CV, ils savaient qui j'étais. Ils avaient pris la peine de m'entendre déjà en entrevue à la radio, de m'écouter dans différentes émissions d'enquête. Donc, j'étais un peu plus connue lorsque je me suis fait élire en 2018 versus 2015. Mais est-ce que je dirais pas que tu es déçu, mais est-ce que tu aurais aimé mieux travailler au fédéral pour faire un plus gros impact ou la politique provinciale, c'est quand même quelque chose qui t'intéressait? Ben, au début, je pensais que ce serait plus au fédéral. Puis par la suite, quand je me suis rendu compte qu'on n'a pas bougé au fédéral sur le dossier Netflix, puis que j'avais beau à l'expliquer, puis à leur expliquer, puis il y a eu une prise de bec publique entre Mélanie Joly puis moi sur un dossier Netflix parce qu'elle disait quelque chose, puis moi j'étais en nombre pour dire exactement le contraire d'elle, puis expliquer que non, on pouvait le faire légalement, puis qu'au niveau Parce constitutionnel, que il n'y avait toi, tu aucun l'avais problème. étudié, tu l'avais recherché, tu l'avais pratiquement écrit. Et là, j'étais vraiment fâchée parce que c'est zéro dommageable de dire qu'une entreprise étrangère, si elle fait affaire au Canada ou au Québec, paye ses impôts puis collecte les taxes de vente, au même titre que, par exemple, Vidéotron le fait. Pour moi, c'est une question d'équité et de justice fiscale. Puis quand j'ai Exactement. parlé avec le Parti libéral du Québec, ça a été immédiatement là, bien reçu. Ben oui, c'était évident. Là, c'est comme... Puis, à un moment donné, Carlos reçoit 2 lettres du fédéral pour leur dire vous n'avez pas le droit de le faire, c'est pas constitutionnel. On va le faire pareil, puis il l'a fait. Aujourd'hui, de la taxe Netflix. Puis la prochaine étape, nous, c'était vraiment d'avoir la taxe GAFA. Donc, Exactement, là, toute la gang. Pour ça, peut-être que ça pas GAFA, Google, Amazon, Apple, Microsoft, il m'en manque un. eBay, pour le eBay. E. Ouais. Au Parti libéral du Québec, provincial, on a bougé plus tôt, plus vite. Puis le PLC, à ce jour, au niveau fédéral, a zéro bougé. Là. C'est comme, ils disent qu'ils s'en viennent, mais ils n'arrivent toujours pas. Puis ça fait quand même un certain temps. Là. Est-ce que c'est par peur de froisser les entreprises ou c'est par manque de courage politique ou est-ce que tu pourrais trouver une explication ou une J'ai trouvé supposition? l'explication. OK.
Dans le livre de Scott Galloway, professeur de New York, il a écrit The Four, donc les quatre, là, Google, Apple, Facebook, Amazon. Il y a chez certains élus une obsession de Google, de Facebook. Ils font vraiment, là, on dirait qu'ils sont omnibulés par eux, là. Comme Puis si ils font de la c'était plate-ventrice. le nouveau Dieu, là. Exact. Puis quand on regarde, quand tu prends le temps de lire ce livre-là, puis tu regardes l'agenda des 2 premières années du gouvernement, ils ont passé pratiquement là, un jour sur deux avec un des lobbyistes des Big Four, de ces grandes entreprises-là. Alors, tu te dis, pendant ce temps-là, nous, on en a du contenu québécois qui est fait ici, qui nous ressemble, que ce soit M'entends-tu, qui justement traitait encore de violence faite aux femmes et de la psychologie lorsque tu es aux prises là-dedans, ou toute la vie, l'arrêté de jeunes filles. District 31, qu'évidemment tout le monde regarde, c'est comme. Mais on a plein. Tes fugueuses, là, parlent d'enjeux réels qui nous touchent. J'ai rien contre Netflix, mais moi, personnellement, c'est pas ma réalité de fille du Québec, là. Mais si on veut avoir ce genre d'émissions-là, ben, il faut les financer. Ça prend du budget. Exact. Puis ça, l'argument des gens, moi, j'écoute pas l'exemple de la télé québécoise parce que c'est pas assez de budget comparé à ce qui se passe sur Netflix. Ben, c'est un servicieux tant et aussi longtemps qu'on n'investira pas les fortunes de Netflix, il n'y aura pas la qualité de production de Netflix. Donc, c'est peut-être un peu une partie du problème, malheureusement. Oui, puis l'autre affaire, c'est qu'il y a ça, la culture, plus les médias qui sont en train de mourir au Québec puis au Canada. Alors, puis un citoyen informé, là, encore faut-il qu'il y ait de l'information qui circule. Puis quand on D'information de qualité aussi, hein, parce qu'on s'entend qu'avec les réseaux sociaux, avec les Google, il y a un certain contrôle, un certain algorithme qui peut avoir un impact. Là, on a vu avec ce qui s'est passé dernièrement, là, toutes les nouvelles, les derrière nos écrans de fumée et compagnie, là, on se rend compte qu'on est un peu pris au piège dans tout ça. Oui, puis je sais pas, mais moi, personnellement, il me semble que avec la montée de gens, vu je le pense, c'est vrai, donc du complotisme aussi, il me semble que j'aurais allumé des lumières pour me dire c'est important là, qu'on se parle, qu'on ait une information de qualité. Là. Mais pour ça, si tu veux les financer, à un moment donné, il faut que tu regardes la vérité là, en face de toi et te dire la vérité, c'est que Google, par l'entremise d'Alphabet, puis Facebook, vampirise les revenus au-dessus de 80%. Mais si je prends juste Facebook, l'an passé, a fait presque 4 milliards de dollars de profit au Canada. Zéro impôt. Zéro, là. 4 milliards, pas d'impôts ici. Google, là, au-dessus de 8 milliards. Combien qu'on paye d'impôts là-dessus? Zéro puis une barre. À un moment donné, si on veut être conséquent, puis parler de justice sociale, on ne pourra plus augmenter les impôts des citoyens. Monsieur et madame, tout le monde sont assez taxés. Ils sont saturés, là. Vraiment, là, puis ils sont écœurés. C'est comme, on est vraiment taxés. Alors, on a des besoins, les besoins sont réels là, dans des vrais enjeux de société qu'on n'est pas capable de financer adéquatement. Puis pendant ce temps-là, on a plein d'entreprises milliardaires qui ne payent pas du tout leurs impôts. Là. Mais parlant de Facebook, qu'est-ce que tu as pensé du fait qu'en Australie, quand on a voulu les taxer, ils ont décidé de couper l'accès à Facebook, littéralement? C'est prendre en otage la population rendu là. Ben, bon, moi, je pense qu'on aurait pu peut-être lancer un mouvement, là. Tous les pays membres, par exemple, faire du G7, toute la même chose en même G20, temps, ben oui. Puis dire, parfait, vous voulez faire ça, solidarité du G20 là, au complet, on ferme. Allez, 24 heures. Mais on s'entend que le gouvernement américain est celui probablement qui pousse le plus pour pas qu'on taxe leurs propres entreprises. Oui, mais j'oublie de dire une chose, le gouvernement américain. C'est qu'eux aussi sont quand même contents. Il y avait eu quand même des incidents au niveau de la collecte de données via Facebook. Oui, les Cambridge Analytica, si je ne me trompe pas. Oui, ça, c'était en Angleterre puis aussi au Canada. Ben, aux États-Unis, la campagne américaine de 2016, là, ils n'ont même pas encore fini de lire, d'investiguer toutes les ramifications de comment ils ont été capables de pousser les gens à voter d'une certaine façon. Ah, ils ont littéralement, c'est pratiquement du lavage de cerveau rendu là. Comment on pourrait expliquer ça? C'est de l'endoctrinement. Je pense que c'est le seul mot qui me vient en tête. On t'impose une idée tranquillement. Ça sème, ça continue à fomenter. De la publicité avec un message qui concorde avec, par exemple, celui de Donald Trump, là, le discours très anti-immigrant avec plein de publicités, là, que, une autre, par exemple, encore une personne de la communauté hispanophone qui a fait un crime. Là, ça colle, là, comme par hasard. Automatiquement. Ça colle avec le discours de Trump par hasard. Ben oui.
Alors, ça, j'aimerais ça qu'un jour, on se penche ici au Québec là-dessus parce qu'on n'est pas à l'abri de ça, là, mais zéro. Là. Non, vraiment pas. Puis on s'en est rendu compte avec la pandémie. Là, il y a des mouvements plus extrêmes qui sont apparus ou qui étaient probablement déjà présentes, mais qui ont eu un peu plus de lumière sur eux. Puis on a appris à connaître des personnages un peu mesquins. On va rester poli quand même. Oui, quand même. Donc, avec tout ça, là, on se rend loin de la situation actuelle. Porte-parole de l'éducation et fiscalité, c'est pourtant deux choses complètement différentes. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, l'éducation est devenue ton fer de lance ou ton fer de bataille? Parce que la prochaine question que j'ai pour toi, dans le fond, Marois, c'est au Québec, c'est quoi tu penses qui sont les trois principaux enjeux en ce moment qu'il faut absolument qu'on règle le plus rapidement possible? Euh, Ça dont je parle pour l'éducation, la première des choses, on a commencé l'année, la rentrée scolaire 2020, il manquait 1000 profs, Mhm. 1000 enseignants. Maternelle, 4 ans! Ouais, maternelle 4 ans, c'est venu exacerber le problème. Oui. Mais la vérité, c'est que c'est vrai qu'il en manquait déjà, mais jamais on a vu 1000. Puis on n'a jamais vu non plus des enseignants quitter de façon beaucoup plus active qu'avant de faire la retraite, de dire Mhm. hey, Oui, il me reste beaucoup. 7 ans. Il me reste 7 ans avant la retraite, je m'en fous, j'encaisse la pénalité puis je la prends ma retraite. J'ai un C'est collègue qui a documenté. annoncé sa retraite cette semaine, puis il part, je pense, 5 ans plus tôt, en se disant ça me dérange pas, je suis rendu là. Donc, Mm. ça sera pas le seul, puis ça, c'est la pointe de l'iceberg, malheureusement, parce que il y en a beaucoup qui le font du jour au lendemain. On a des collègues qui ont décidé, ils se sont levés un matin, je démissionne, aujourd'hui, je prends ma retraite. Aujourd'hui. Fait que c'est des choses qu'on peut pas prévoir, qu'on peut pas prédire. Fait que si on laisse aller les choses comme on le fait présentement, c'est littéralement la catastrophe qui s'en vient. Puis ça me fait vraiment peur parce que je vois pas de solution sur le terrain. Je sais pas si de ton côté, avec tes lunettes roses de tantôt, tu vois plus de solutions, mais de mon côté, je suis très, très pessimiste. Puis honnêtement, ça me fait vraiment peur. Ben, moi, j'ai pensé à une solution pour ça. Je ne sais pas si c'est bonne. Quand j'ai commencé comme porte-parole en éducation, je ne connaissais pas du tout le réseau d'éducation. Moi, je suis prof à l'universitaire. Puis, c'est deux mondes complètement différents, être prof dans une université versus prof au primaire ou au secondaire. Mhm. C'est pas la même charge de travail. C'est pas la même charge mentale. C'est pas la même Puis, dynamique non plus. Un cours de 3 heures, je fais des charges de cours des fois justement pour le bac en éducation à l'UQAT à Rouen, puis j'enseigne pas. Quand je suis à l'université, j'ai pas l'impression de faire la même job que quand je suis au secondaire. J'ai l'impression que c'est deux jobs complètement différentes, même si pourtant c'est une job de prof. Donc j'imagine que mm, entre la maternelle puis l'université, ça doit être encore pire. Et je crois, si ma mémoire est bonne, que tu as fait de la suppléance pendant la dernière année. Est-ce que c'était au primaire ou primaire, comment t'as trouvé ça? honnêtement, là, la première semaine, parce qu'il manquait de profs. Puis la banque de suppléance est vide complètement au Québec. Puis c'est vrai partout. Oui, oui. Patrick Franklin m'a écrit, il dit, Maron, il manque vraiment de bras. Il dit, pourquoi que le ministre ne viendrait pas remplacer? Puis je réponds à Patrick, pas certaine qu'il va être bien accueilli. Puis je dis, ben, peut-être que moi, je pourrais venir. Il dit, ben, être venir dans mon école secondaire. Je dis, ben, attends, j'ai vérifié d'abord dans Saint-Laurent, dans mon propre comté. Puis j'ai aussi une demande à Trois-Rivières, puis l'autre à Québec. Alors, finalement, j'appelle mon DG, puis Dominique Bertrand, il dit, Marois, demain matin, on te prend là. C'est comme, On a 20 ans. besoin de Puis quelqu'un, le go. là, je suis arrivée. L'enseignante ne peut pas rentrer pour toute la semaine. J'arrive, puis c'est quand même des élèves de 5e année. L'école la plus défavorisée de tout le réseau. OK. Saint-Laurent, c'est composé de gens de partout. Puis on accueille beaucoup de nouveaux arrivants. On a des enfants qui sont réfugiés, là, donc qui ont vécu la guerre. Donc, on est une des rares écoles qui a même une classe de zoothérapie pour apprendre aux enfants là, que c'est correct de partager, que c'est De correct de recevoir. revenir, dans le fond, à être un enfant, Oui, d'oublier je vais dire pas les traumatismes, mais tu sais, les oui, c'est le expériences bon de terme, vie que t'es pas traumatisme. censé vivre quand t'es un Oui, enfant, t'es pas censé fuir les bombes, t'es pas c'est censé ça. avoir à faire une traversée de la Méditerranée sur un Zodiac, tu sais, c'est pas des choses qu'un enfant de 5 ans, un enfant de 8 ans est censé vivre, donc j'imagine qu'il y a un gros travail de reconstruction qui doit être fait à leur arrivée, là, ça doit être assez perturbant, on va dire comme ça. Oui, puis la directrice Mélanie, puis Émilie, et la directrice adjointe, c'est Émilie. Écoute, c'est des soins. Ils les aiment d'amour, leurs enfants, là, c'est leurs enfants. Là. Puis l'école est très, très serrée. Puis quand l'école a fermé au mois de mars, les professeurs savaient que ces enfants-là étaient très pauvres. Pas pauvres, très pauvres.
les enseignants se sont mobilisés, sont allés faire des épiceries eux-mêmes pour les porter aux familles du quartier. Wow. Ils ont fait une vente au mois d'avril ou mai. Ils ont ramassé au-dessus de 20 000 $. Wow, quand même. C'est fou, là. Il y a une médecin qui va aussi faire du bénévolat. Là, en tout cas, c'est incroyable tout ce qui se passe dans mon école. Mais c'est toutes des initiatives d'eux autres, là. C'est Ça comme... part du terrain, ça part pas d'en haut. C'est ça qui est Puis souvent c'est le ça qui est problème. beau. Et moi, j'ai le goût de dire que si, justement, on s'éloigne du complexe G. Complexe G, là, c'est à Québec, c'est les fonctionnaires. Puis honnêtement, je ne sais même pas c'est quand la dernière fois c'était dans une école. Je ne sais pas s'ils ont déjà même enseigné, pour être très franche. Sont souvent le message est qu'ils sont souvent complètement déconnectés de la réalité. Là. C'est le message qu'on leur envoie depuis toujours parce qu'on des fois on comprend pas le sens, la signification, on comprend pas le réflexe ou la réflexion derrière certaines décisions. Puis c'est la seule explication, c'est qu'ils ont aucune idée de quoi ils parlent Exact. malheureusement. Puis, tu sais, moi, genre, j'ai pas la science infuse en éducation, mais je pose des questions à ceux qui sont sur le terrain. Puis, mettons, par exemple, je sais pas si tu te rappelles quand le ministre a voulu revenir sur les savoirs essentiels. Non, mais elle a dit, nous, on a fait ça en septembre, là, c'est réglé, là, on a déjà, on s'est regardé On toutes les s'est équipes arrangé ensemble. avec nos problèmes parce qu'on n'avait pas les pistes de solution. Exact. Puis, tu sais, ils n'ont pas le temps là, de niaiser. Puis, ils ont fait non, là, c'est comme go. Ils ont tous refait leur cours d'école, c'était réglé par eux autres mêmes parce qu'il ne fallait pas mélanger les bulles. Euh, ils ont fait OK. Quand eux, ils basculent en ligne une classe, ils savent qu'automatiquement, un enfant qui est sur la mesure alimentaire, donc le 1 $ par jour pour manger un bon repas à l'école, Il n'y a pas ben, d'ordinateur à la maison. il n'y a pas d'ordinateur, mais à la base, Jonathan, c'est qu'ils savent que si l'enfant mange, déjeune, dîne et a sa collation à l'école, quand Il on l'aura bascule pas en ligne, chez il l'aura lui. exact. Alors, Oh. eux, là, tout de suite, là, c'est un réflexe. C'était ce réflexe-là et non le Ouais, fait qu'ils n'auront pas d'éducation, ils n'auront non, juste plus pas à rien, tout manger. court. Oh Exact. wow, ok. Et ça, là, dans cette grande tristesse de lutte contre la pauvreté, il y a cette beauté que pour eux, c'est inné. C'est inné de penser à ça pour leurs enfants. Puis, ils connaissent toutes les... Tu sais, quand le ministre dit ceux qui connaissent le nom, prénom des enfants, moi, je peux vous assurer que dans cette école-là, là, ils les connaissent. Même ils connaissent les frères et sœurs qui sont rendus au secondaire, qui savent tout Ils, de leur ils vie. connaissent Moi, l'arbre généalogique au oui, complet. oui. Moi, j'ai tripé. Puis je tripe encore, j'y vais encore le lundi matin. Ok, tu fais encore un peu de Oh suppléance. oui, Ah oh wow, oui, ok. tous les lundis matin, j'y vais. Je Est-ce que suis dans dans le une... fond, c'est-tu tout le temps la même classe ou ils te Oui, promènent un peu plus? la Ok. première semaine, écoute, la première semaine, là, c'était une semaine dans ma classe de 5e année. Puis le jeudi, quand que la prof est pas revenue, parce qu'on savait pas quand est-ce qu'elle revenait, là, il y en a une qui éclate en sanglots. Ben, elle va mourir de la COVID-19! Puis là, je suis non, 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 je Oh, vous ok. jure. Et là, Ok. écoute, là, j'ai fait ma promesse, là, une vraie promesse de politicienne. Elle ne mourra pas. Elle va revenir, inquiétez-vous Elle va pas. revenir. Puis là, ils m'ont regardé. Vous êtes sûre, hein, Madame Marois? Je disais non, je vous jure, je vous le jure. Et écoute, j'avais hâte qu'elle revienne. Puis on lui a fait une très belle carte de souhait. Pour Et écoute, l'accueillir, ah oui, oui. Puis on a fait un concours de français. Et c'est même eux qui ont fait ma carte de Noël, c'est cette classe-là. Alors, Wow. ils ont fait la carte de Noël pour toute Saint-Laurent. Puis quand il est revenu, écoute, l'amour qu'ils avaient pour leur prof, ils étaient juste, écoute, ils n'ont pas le droit, mais ils se sont rués là, pour donner un gros câlin. Ils Mhm. avaient peur de perdre leur enseignant. Là. Puis c'était beau de voir que eux, ils l'aiment d'amour, Puis il y avait leur que c'était prof. réciproque dans le fond, là, que c'était vraiment, il y avait un beau climat, il y avait une Oh belle oui. ambiance. Puis là, maintenant, je suis dans une classe de francisation. Une fois que j'ai fait ma semaine complète avec les élèves de 5e année, par la suite, à chaque semaine, je reviens le lundi matin dans une classe de francisation. Ah, Alors, ok. c'est des élèves de 6 ans à 10 ans, mais dans cette classe-là, il y en a 4 élèves qui ont 6 ans. Alors, moi, je m'occupe plus de ceux qui ont 6 ans. Mais leur progrès entre octobre à aujourd'hui, là, c'est Ça, phénoménal. c'est ce qui est le plus beau en enseignement, en Oui, éducation, c'est de le voir justement, le déclic, puis les efforts, puis les résultats, puis c'est payant, puis c'est la plus belle paye qu'on peut avoir, je crois, parce qu'on s'entend que c'est pas la paye qui nous fait faire cette job-là. non, puis il y a des beaux moments. On a donné pour la Saint-Valentin une petite parenthèse super cute. Puis on apprend des nouveaux mots. Puis là, on travaillait sur bisous. Alors là, je dis, genre, je dis on va l'appeler Jonas. Et je dis, bisous, c'est quoi? Puis là, il se retourne sur sa voisine. C'est ça. Il dit, non, 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 COVID. Puis là, l'autre à côté fait, non, 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 COVID-19. Oh! Fait que c'est un double apprentissage en même Oui, temps, oui. parce Puis là, il faut que tu que... lui dises, Jonas, tu sais que
tu peux pas embrasser le monde comme ça n'était pas un bisou sollicité. OK, je reprends mon bisou. Ah! Mais ça fait des belles anecdotes, puis en même temps, ça te donne une idée plus réelle de ce qui se passe. C'est quand on entend parler d'éducation, c'est le fun de savoir que les gens qui en parlent ont été sur le terrain pour aller s'abreuver, aller s'alimenter. Fait que je trouve que c'est gagnant pour tout le monde, parce que sans ça, Ben, tu vois, lundi, la principale question que j'ai eue, c'était la suivante. Marois, est-ce qu'on, oui ou non, va être vacciné? C'est une très bonne Tu question. comprends Est-ce que tu que as la mardi, réponse pour nous? Est-ce que tu as un scoop pour les fans de Jonathan ben, Leprof? mardi, je redemande. Parce que, en fait, jeudi passé, tu te rappelles, il y avait 2 écoles, projets pilotes qui ont été annoncés par Dr. Drouin à Montréal pour le Mhm. quartier Plamondon puis Côte-des-Neiges, que les parents vont être vaccinés. Alors, moi, j'étais à ce moment-là à LCN pour dire super de belle initiative, on est content. Mais Mais si les enfants, vous jugez que c'est tellement urgent qu'on doit vacciner les parents, mais l'autre adulte significatif, c'est l'enseignant, le personnel de soutien, le professionnel de soutien, puis la direction d'école. C'est le personnel scolaire qui est où est-ce que c'est eux qui l'enfant sont les arrive premiers à... à risque, dans le fond. L'enfant arrive à 7h50 puis il quitte à 3h20. Alors, c'est ça la vérité. Puis s'il ne va pas au service de garde, il quitte à 3h20. S'il va au service de garde, vers 5h30, 6h. Alors, Mhm. il passe quand même une grande partie de sa journée à l'école. Puis je m'excuse, là, aujourd'hui, on a appris que finalement, le masque de procédure, c'était pas vraiment C'était la très meilleure moyen. protection. Ce serait le N95. Alors moi, j'ai fait, ben, vacciner les profs, voyons donc. Puis finalement, je reçois un appel immédiatement après mon entrevue avec LCN avec Julie Marcoux du cabinet du ministre. Il dit, mais Marois, c'est pas nous qui bloquent. Je dis, mais vous n'êtes pas un agent facilitateur, vous n'avez rien fait, à part faire une conférence de presse le 8 janvier avec Dr. Massé pour dire que c'était une priorité, puis que dans votre conférence de presse, vous avez dit que les profs vont être vaccinés d'ici la fin mars. On est fin Il reste mars. une semaine, même pas. Alors, je disais, alors, votre priorité est rendue où? Puis là, finalement, il a changé son discours complètement mardi au crédit. J'étais avec mes autres collègues, Véronique Yvon puis Christine Labrie. Je dis, c'est encore une priorité? Puis elle dit, je n'ai aucun pouvoir. C'est la santé publique qui décide. Et là, l'argument de la santé publique qui décide, Il y a le dos large, hein, cet argument-là, je trouve. vraiment, mets-toi ta priorité. Parce que moi, quand je regarde Christian Dubé, qui est ministre de la Santé, c'est drôle, lui, s'est battu pour que le personnel, les travailleurs essentiels, soient vaccinés. J'entends que les dentistes vont être vaccinés en priorité. J'entends que les policiers vont être vaccinés en priorité. Correct, mais qui se bat pour les enseignants? Qui se bat pour le personnel de soutien? Qui se bat pour les professionnels de soutien qui passent leur journée là, avec les Avec jeunes? les jeunes. Dans les plus gros foyers de contamination, parce que là, nous, je donne un exemple. Nous, en Abitibi, il y a une grosse éclosion dans une Mais école primaire, puis ils ont perdu le contrôle, justement. Fait qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va fermer l'école pendant 3 mois. On peut pas faire ça non plus, là. non, puis avec les Aïe, variants aïe, en aïe. plus. Exactement. Je crois que nous, en plus, c'est du beau variant. Le variant de l'Afrique du Sud en Abitibi, on la comprend toujours pas, mais on va vivre avec cette réalité-là. Fait que j'avoue que ça doit être assez complexe. C'est un peu décourageant aussi, surtout qu'on parle de négociations syndicales, on parle de conventions. C'est vraiment tout mélangé en même temps. C'est pour ça, je pense qu'il y a un gros, gros, gros sentiment de négativité en éducation. S'il se passe rien, j'ai vraiment peur pour la suite des choses, mais je trouve que c'est un peu déprimant. Fait que je voulais changer de sujet pour finir avec une note un peu plus légère que de parler des 1001 problèmes en éducation. Je voulais parler un peu de Marois dans la vie de tous les jours, autre que la politique. Est-ce que, dans le fond, tu as des façons de te changer les idées? Est-ce que tu as des passe-temps? Est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu as des choses qui t'allument beaucoup, mais qui sont peut-être pas nécessairement annoncées publiquement ou que tu fais pas nécessairement la promotion là, sur tes différents réseaux ou dans ta vie de tous les jours? Oui, moi, j'adore courir. Puis, je joue au basketball. Mais là, je peux Encore, pas. OK? Ah oui, je joue toujours au basket. En fait, les filles avec qui je jouais contre au secondaire et au cégep, un jour, on a réalisé, quand on est devenu un peu plus vieille et légèrement plus mature, qu'on ne fera pas la WNBA. Est-ce que c'était un rêve de l'époque? Oui, Ou... oui, ah oui. OK. Écoute, moi, OK. j'ai même joué avec Steve Nash Wow. ici à Montréal pour le Sprite Street Jam Canada. Puis, c'était la plus belle journée de ma vie parce que j'ai été sélectionnée. Wow, Puis, j'en c'est revenais très pas là, que cool. j'allais de jouer avec lui puis que j'allais être payée pour ça. Là. J'étais payée en plus. Il a même signé mes souliers. Puis moi, genre, je voulais WNBA. Puis, je viens d'une famille de nains. Tout le monde est petit. OK. Moi, je fais 5 pieds 9. Mais c'est que OK. depuis que j'étais petite, je Personne voulais juste être comprend grande. pourquoi? Ou... Non, personne. Puis on m'a tellement dit souvent quand j'étais petite qu'on m'avait adoptée ou même trouvée dans une poubelle parce que, genre, en plus, je suis la plus foncée de la famille. Je m'en foutais. Je voulais juste être grande. Puis quand je regardais ça, puis comme je suis la troisième des filles, j'ai 2 grandes sœurs.
Alors, moi, je veux être grande, je suis la plus grande de la famille, puis on sait pas pourquoi, mais moi, j'étais contente, puis je suis point guard, donc je suis celle qui, au fond, qui mène le jeu. Un jour, j'ai comme compris que non, ça n'allait pas se passer pour moi en WNBA. J'avais pas le temps au cégep de mettre... j'étais bonne, mais je pouvais pas faire Une l'effort concentration de nécessaire. ça, si on Non, c'est veut. ça, parce qu'à un moment donné, moi, je voulais aller à Ottawa, jouer au basketball là-bas. OK. Mais pour les GGs d'Ottawa, mais là, j'ai toujours en fait ce problème là, de est-ce que j'ai avoir les moyens ou pas les moyens. Alors finalement, j'étais à l'Université de Sherbrooke. Je suis pas allée à l'Université d'Ottawa. Je disais, c'est à Ottawa, je sais pas s'ils vont me recruter avec une bourse ou pas. Finalement, C'est je plus suis même pas compliqué un allée. peu, c'est plus cher. Ouais, tout ça qui est en dans la tête. Puis, tu sais, moi, ma mère, c'est plate, là. Ben, j'ai jamais vu voir aucun match, là. Pas parce qu'elle aime pas ça. C'est parce qu'elle n'a pas le temps pour ça. Elle C'est ça, travaillait, je puis m'en allais dire, la elle boue dans le subvenait à toupette. tes besoins d'une autre façon. Tu sais. Puis, tu sais, moi, mes amis, leurs parents venaient voir leur match. Moi, c'est jamais arrivé, là. Tu sais, quand t'es petit, même, mettons, moi, j'ai commencé très tôt, là. J'avais 4 ans. J'avais pas mes parents dans les gradins, là. Je m'autosuffisais, je marchais au centre Étienne des Marteaux pour jouer au basket. Écoute, j'ai tout fait toute seule, là. Je me suis inscrite toute seule. Wow! Donc, moi, alors finalement, le basket, c'est ma grande passion. Puis là, malheureusement, les Gators de l'Université de la Floride ont été éliminés au match Madness, là, mais c'est pas grave. Fait Là, que l'année tu suis un prochaine. peu ce qui se passe avec le March Madness, justement. Oh oui, mais moi, tu vois, tout le monde en ce moment parle d'avoir une équipe de baseball à Montréal. Moi, je vous dis très franchement, j'en veux pas. Mais si Tu vous veux me du parlez d'une basket. équipe de basket, je suis partante. Je veux même, hey, je te dis là, je pense que j'ai un bon œil pour faire du bon recrutement. C'est que je peux même offrir mon service pro bono pour recruter des bons joueurs. Puis ça serait pas mal Euh, moins cher, on se le cachera pas, parce qu'ils peuvent jouer dans le Centre Bell. Fait que, tu sais, le problème de construire un stade de basket, c'est pas le problème. Fait que je suis un peu de ton avis. Puis le basketball, je pense que c'est un sport qui est plus accessible aussi. Plus on a facile du de. talent québécois. Exactement, Et exactement. avant, là, qui aurait cru qu'on aurait eu des Chris Boucher qui seraient dans la NBA? Mhm. On a quand même, là, Université Laval, là, le Rougeard, un excellent programme de basket, mais on a d'autres universités, McGill ou Concordia, qui ont de très bons programmes, mais on est capable de produire des joueurs de basket de haut calibre. Puis, attends, à Saint-Laurent, moi, j'ai l'Express. Donc, l'Express de Saint-Laurent, là, il gagne les bannières année après année, je suis très fière. Mais il y a Pagé Concordia, de Lucien-Pagé, les Monarques, dans le Grand Montréal. Mais ailleurs aussi, t'es les voltigeurs et tout ça. On a du talent de basket au Québec. Alors moi, je pense qu'on devrait lancer un mouvement basket au Québec, à Montréal. C'est Ça serait une parfait. très Puis bonne idée. je Ou même pense à que je suis Québec, sûre que peut-être à Québec, dans le centre Vidéotron, ils ont de la place eux aussi pour une mes équipe. ailes qui ont de la place, mais ils ont pas, je sais pas s'ils ont le bassin assez fort de population. Mais au Ouais. pire des cas, je suis sûre qu'on est plein de Montréalais, qu'on est capable d'embarquer dans un Faire des autobus. allers-retours sur la Oui, 20. oui, Là. puis chanter à toute tête là, pour notre équipe. Là. Ouais. Mais j'avoue que le centre Vidéotron pourrait accueillir, mais sinon, il y a un immense bassin ici à Montréal. Je pense qu'ils seraient contents d'avoir une équipe de basket. Je pense que oui, surtout avec ce qui s'est passé avec les Raptors, je pense que ça leur a allumé aussi une flamme chez certaines personnes. Moi, honnêtement, mes souvenirs de basket, c'était à l'époque de Michael Jordan quand j'étais plus jeune, puis on dirait que il y a rien qui m'avait autant allumé que ce que les Raptors ont fait. Fait que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont qui ont redécouvert le basketball probablement avec cette victoire-là. Puis imagine la rivalité Toronto-Montréal pour le Wow, basket. ça serait magique. Un programme double hockey-basket dans la même journée, là. Oh, ben oui! Ça serait Wow! magique. Ça Là, ça serait serait magique. vraiment quelque chose, là. Puis On les battrait à les ça, deux fois. ça serait super beau. Puis ça m'amène à ma dernière question parce que tu parlais justement tantôt de devenir recruteuse de basket. Est-ce que tu penses déjà à ton après-carrière politique ou est-ce que tu penses déjà à tes prochains projets? Parce que tu as l'air d'être quelqu'un qui s'embarque dans quelque chose, puis après ça, hop, je m'embarque dans quelque chose. Est-ce qu'il y a déjà une suite qui s'en vient ou est-ce que tu as déjà pensé à ce qui pourrait arriver après? Ouais, oui. Je pense que c'est sûr qu'il va y avoir une composante prof. Ça, c'est OK. clair. Ça va rester. Oui, ça, oui, parce que j'aime ça vulgariser, puis j'ai une facilité là-dedans. Moi, est-ce que des concepts compliqués, j'aime vraiment ça. Donc, ça me dérange pas. C'est quelque chose que je sais qu'il y aura une composante prof. Là, présentement, je suis en train de travailler sur un documentaire pour OK. revenir, au fond, sur tout ce qui s'est passé dans les paradis fiscaux, mais vraiment ça à échelle humaine, très comme plus ludique. Synthétiser, là. Ouais, mais ludique aussi pour que les gens comprennent
que c'est nous autres la joke là-dedans. Que, Faut que que, les c'est- gens se mobilisent et disent ça suffit. que si nous, on fait rien, qu'eux, ils vont juste continuer à le faire. Oui, alors peut-être qu'il y aura ça, mais probablement que l'après politique, ce sera euh, professeur, puis une autre partie qui va continuer médias d'information, mais probablement encore dans mon créneau à moi. OK, une experte, exemple, à LCN ou à RDI, mettons. Là. Là, je pensais plus moi-même faire des vidéos. Ah, OK. Je pensais peut-être justement Que- d'utiliser les plateformes pour continuer à oui, passer ton message comme mais, tu fais mais déjà, même si t'es plus politicienne, dans le fond, tu peux quand même continuer à. oui, Ton, oui, ton, ton opinion va être aussi bonne. mais tant mieux. Non, mais je pensais même pas avoir, tu sais, comme de m'adjoindre à étant avec une personne qui, justement, fait des capsules vidéo, puis Tu juste pourrais de le devenir une faire. influenceuse. Mais peut-être, écoute, je vais devenir une influenceuse pour lutter contre les paradis fiscaux, puis je vais donner un coup de main à Oxfam, échec contre les paradis fiscaux. Ah, ça Bon. serait. Je pense que ça serait nécessaire parce que on parle souvent de pauvreté, on parle souvent de problèmes au niveau des investissements, des services. Il faut trouver les solutions, puis les solutions, on les a. Ça prend juste maintenant le pouvoir politique pour les faire. J'espère que tu vas être capable de changer les choses, Marois. Moi Je aussi, souhaite la meilleure des chances parce que le système a l'air tellement compliqué que ça ben doit être il dur l'est, de hein. rester positive à tous les jours aussi. J'imagine que des fois, ça doit être un peu décourageant. Écoute, le nombre de fois que je suis à Montréal-Québec en rageant dans l'auto parce que tu te dis, hey, il y a des affaires là, que tu sais là, que c'est pas compliqué, mais qu'on a le don de rendre ça compliqué. Tu te dis, aïe, aïe. Et moi, dans ma tête, c'est que le gouvernement, là, son rôle, c'est d'être un agent facilitateur, puis pas quelqu'un qui met du sang dans l'engrenage. Puis des fois, je dis, crime, on fait-tu exprès pour faire suer le peuple? Donc, oui, des fois, c'est frustrant. Mais en même temps, je me dis, bon, moi, je suis l'Internet positive, mais mon plus grand défi, moi, ça n'a jamais été, au fond, les autres. Moi, mon ennemi, là, c'est l'indifférence. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand les gens y croient plus, puis que les participent plus. Puis quand je regarde le taux de participation, tu sais, C'est quand même l'élection, assez c'était bas, quoi, là. 66. Est-ce Mhm. qu'il y a une personne sur trois qui dit, hey, ça ne Je m'intéresse me pas, je reste déplace chez même nous? pas. C'est fou, là. Et puis, parenthèse, Marie-Claude Nichols en a parlé, là, mais c'est hallucinant. Peux-tu croire que le DGEQ veut pas du vote électronique? En 2021. Aïe, aïe! Voilà, je me dis, toi, ta job, DGEQ, c'est de t'assurer d'augmenter le taux de participation des gens. Puis les jeunes particulièrement, C'est ce ben, que je m'en allais dire, c'est le vote des jeunes que tu vas aller chercher, ceux qui vont pas voter parce que justement, ils ont autre chose à faire de leur journée, on va dire comme ça. puis avec la pandémie, tout le monde, là, même les aînés, nous, on a acheté à Saint-Laurent des iPads pour des aînés parce que dans les CHSLD, ils n'étaient pas capables de rentrer en contact avec leur famille. Donc, OK. on a financé des iPads. Hey, les aînés ont même utilisé des iPads. Ils sont Ils étaient... capables d'aller Tout le voter, c'est monde, sûr. là, Là. écoute, ils sont rendus là, des pros du iPad, ils font des FaceTime, ils sont super contents. Moi, Ah, j'aime c'est ça. cool, ça. Puis, ils sont rendus capables, on est rendu là dans notre population. C'est comme un petit peu le débat, je ne sais pas si tu te rappelles, mais le débat de tourner à droite sur une lumière rouge. Tout le monde était capable, mais nous, au Québec, on n'est pas capable. C'est bien trop compliqué. Et on est capable au Québec de faire un vote électronique. Puis je trouve que l'élection municipale aurait été un bel essai Oui, pour ce effectivement. vote électronique. Alors, j'aimerais ça qu'un jour, le DGEQ se secoue dans ce dossier. C'est ma parenthèse. Ben, en même temps, je trouve que ça finit quand même assez bien parce que ça fait déjà 1 heure qu'on se parle. J'aurais continué encore pendant des heures, mais je travaille demain matin. Fait qu'on va, on va clore ça sur ce beau message d'essayer de changer le système de vote. Je pense que c'est une très belle façon. Marois Risky, merci beaucoup de ta générosité. C'était vraiment super agréable. J'en reviens pas de voir à quel point il y a des gens qui, malgré tout le cynisme, sont capables de rester positifs et qui continuent quand même jour après jour de faire des efforts pour que ça change. Merci beaucoup de ta visite. Merci beaucoup de ce que tu fais aussi. C'est super apprécié pour les gens du milieu. Un gros merci. Puis merci en fait à tous les enseignants et les gens du milieu qui m'écrivent en temps réel. Des fois, j'ai peur de questions, puis qui me donnent des informations. Je dis non, c'est pas ça que le réseau dit. Alors ça, c'est vrai. Pour de vrai, ça, c'est de l'art quand les gens prennent le temps de m'écrire l'information concrète, réelle. Parce que je vous dis, là, quand on lui met ça d'en face, le ministre, il fait oh, j'ai pas vu ça passer. Je dis non, mais nous autres, on est Wow. connectés. C'est ça, Donc, on a des merci bonnes beaucoup. sources. Exact. Un grand merci, Jonathan.
Pour plaisir de te lire puis de te suivre. Ah, merci beaucoup. Juste pour ceux qui nous écoutent, j'ai de nouveaux épisodes qui s'en viennent, j'ai des noms qui se sont ajoutés, mais je peux vous dire que les gens vont être très contents de voir les prochains invités. Je vous remercie d'avoir été là tout le monde, je vous remercie de votre support et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup Marois. Salut, à la prochaine. Bye bye!